Bonjour à tous. Nous voilà partis pour le troisième temps de cette matinée, consacré à l'usage efficace des sites de bons plans en affiliation. On a réuni 5 intervenants qui vont nous présenter le sujet de façon bien complète pendant 1h30. On est ensemble jusqu'à 13h, après quoi vous serez libre pour la pause déjeuner. Amaury Deloy, je vais vous laisser donc introduire et vous présenter et puis lancer les débats. Il va y avoir une présentation, vous m'expliquez, puis suivi d'un débat entre vous auquel je participerai. Je vous laisse donc jusqu'à 13h. Voilà. Vous êtes président du collectif des plateformes d'affiliation et directeur général de ValueClick. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous voulez le micro volant? Merci, j'aime pas les fils. Bienvenue à tous. Vous avez une belle présentation avec Criteo. On va essayer de vous apporter une orientation un petit peu plus complexe au travers de l'affiliation. Donc le collectif de la plateforme, les membres du collectif de plateformes d'affiliation, ça a maintenant quelques années. On réunit les principales plateformes d'affiliation qui sont présentes sur le marché français au travers d'acteurs français et d'acteurs internationaux. Et on a évolué au fur et à mesure depuis quelques années avec l'intégration de manière à ce que ce soit le plus ouvert possible, parce que l'affiliation, pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement, on est vraiment sur un environnement ouvert dans lequel la plateforme apporte au travers de sa technologie un lien entre le besoin d'annonceurs, générer des clients, et des éditeurs, le besoin de monétiser leurs espaces. Donc on a de plus en plus d'éditeurs qui sont partenaires aussi du collectif des plateformes d'affiliation de manière à faire évoluer et orchestrer notre métier. La première partie donc, de cette présentation, c'est de reprendre, comme chaque année, pour chaque conférence, un petit point sur le baromètre de l'affiliation, puisqu'on réunit les chiffres et on analyse l'ensemble des chiffres de toutes les plateformes qui participent au CPA. Et donc, on va se concentrer sur cette première partie-là. La deuxième, ce sera évidemment dédié beaucoup plus à la partie site bon plan, avec différents intervenants que vous avez à ma droite qui sont impatients de pouvoir vous présenter ce métier qui est pas assez utilisé sur le marché français, contrairement au marché américain, typiquement, dans lequel il apporte une très grosse croissance pour les e-marchands. Sur la première partie, donc sur le baromètre, on a essayé de le simplifier et rester un peu dans les mêmes lignes de ce qu'on a vu avant. Donc vous avez, on garde la nomenclature avec un nombre de campagnes ou de programmes actifs, comparé donc aux différentes années précédentes. Et qu'est-ce qu'on voit cette année? On voit qu'on a une légère décroissance du nombre de programmes ou de campagnes. La tendance qu'on avait déjà sur le premier trimestre, parce qu'on sort le baromètre tous les semestres et on le cumule pour l'année, se confirme. On a bien une baisse des programmes et de campagnes qui est liée à probablement une rationalisation des programmes ponctuels. On a remarqué que les annonceurs privilégient une relation sur le long terme et les plateformes, elles sont aussi de plus en plus exigeantes. Alors il se passe quand même quelque chose sur le marché et je pense que c'est franco-français et on a pris ce recul-là et on s'en est aperçu. On oublie des prérequis sur un programme d'affiliation. C'est qu'un programme d'affiliation, ça ne marche pas tout seul. Alors il y a plein de nouveaux métiers qui sont censés marcher tout seul, c'est très bien. L'affiliation, c'est un environnement qui est complexe, dans lequel il y a un certain nombre de canaux qu'on retrouve évidemment sur l'ensemble de l'environnement web, sauf que pour qu'on arrive à sortir de la valeur, il faut le travailler. Une plateforme d'affiliation, c'est pas parce qu'on ouvre un programme que derrière, elle va générer de revenus. Il va falloir qu'il y ait un investissement initial de la plateforme, mais il va falloir aussi qu'il y ait un investissement initial des annonceurs. Sachant que l'éditeur, lui, il a un investissement permanent puisque c'est lui qui donne son temps et son énergie initiale pour créer des chiffres qui lui permettent de savoir s'il va continuer à investir ou pas. Alors j'en profite pour vous amener aussi cette logique-là, c'est que moins on veut payer de cette fee, moins on veut, ou plus on croit que la plateforme va générer des revenus pour le compte du marchand, donc moins l'annonceur s'investit ou est capable de mettre en avant un investissement, moins il y aura de revenus. Ce qui fait que si on a aussi une baisse de programme et une baisse de campagne, c'est vu le nombre
nombre de programmes, moins il y a de services, moins on a une capacité d'apporter du service, plus on se concentre sur un certain nombre de programmes. Donc il y a aussi une sélection des plateformes aujourd'hui, dans des logiques rationnelles et pérennes, de diminuer l'action d'un certain nombre de programmes à partir du moment où l'annonceur lui-même ne veut pas s'investir. On ne peut pas le faire pour vous, par contre on peut le faire ensemble, et l'éditeur a déjà cette charge initiale, la plateforme ne peut pas l'avoir pour tout le monde, pas de bras, pas de chocolat, vous connaissez la ligne, c'est la même, et je pense que c'est un des reflets qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un certain nombre, et les plateformes rationalisent aussi. Les annonceurs, j'aimerais que, quand je parlais du franco-français, on est vraiment sur une logique franco-française. En France, on est le seul pays où on ne paye pas d'access fee, on ne paye pas setup fee, on ne paye pas de minimum mensuel, et globalement, on a tendance à diminuer les commissions plateformes, sous prétexte que c'est toujours trop cher. Je veux bien, gardez ça en tête. Je pense que ceux qui font ça, ils vont voir qu'ils vont y perdre, parce que sans plateforme égale moins de trafic égale moins de data égale moins de retargeting. Je pense que jusqu'à là, tout le monde va me suivre et me comprendre. On ne peut pas faire du retargeting si on n'a pas des data, et l'affiliation, comme c'est énormément d'actions qu'on analyse derrière pour orchestrer, si vous ne le faites pas, vous allez le retrouver dans votre écosystème à un moment ou à un autre. Premier point élément sur l'évolution de la tendance du marché. Le deuxième, c'est le nombre de ventes générées pour nos e-marchands en millions. Et là, on est plutôt sur une tendance assez positive, puisqu'on continue d'accroître le nombre de ventes qui sont générées. Alors, ce n'est pas un nombre de ventes... c'est pas une croissance énorme, c'est plus 3% sur l'ensemble des plateformes. Malgré des soldes d'hiver qui ont pour le coup très très bien fonctionné, un gros boost en fin d'année nous a permis aussi de compléter un peu le chiffre. Des taux d'annulation, alors le deuxième élément qui est aussi un petit peu perturbant, c'est que le taux d'annulation est en croissance chez les annonceurs actifs. Et l'explication elle est assez simple. Donc l'affiliation, on peut annuler. Donc déjà, pourquoi ne le ferait-on pas alors que sur les autres canaux, on ne peut pas? Donc souvent, l'affiliation est une variable d'ajustement. Dans une bonne logique, enfin intelligemment ou pas d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence c'est très discutable. Dès qu'on commence à parler d'encapsulation, qui est le premier niveau, ça veut dire qu'on va mettre des tags dans des tags. Alors pour toutes les personnes qui connaissent un peu la technique, entre tous les outils il y a toujours des variances, et à partir du moment où on rajoute des couches, et ben on augmente les divergences de comptage. Et comme on compte, eh bien évidemment, à partir du moment où on est encapsulé, eh bien on compte moins, et on a évidemment moins de chances de compter plus que l'autre. Donc on a une perte au fur et à mesure qui se met en place. Donc potentiellement un impact sur les ventes, donc potentiellement un impact sur l'ICPM des éditeurs, donc potentiellement un impact sur la performance de l'affiliation perçue, et non pas réelle, auprès de nos annonceurs. Donc ça, c'est un premier point d'alerte que je veux apporter aussi, parce qu'on encapsule de plus en plus avec des gens qu'on ne connaît pas, ou sur lesquels ils ont une maîtrise qui est bien inférieure à celle des plateformes qui travaillent pour vous et qui sont engagées. Le deuxième, c'est évidemment la déduplication, on en a parlé, et les annulations. C'est toujours des éléments qui sont importants, qui font partie intrinsèque de l'affiliation, parce qu'on a envie d'être jaugé sur la qualité et la performance qu'on apporte à nos annonceurs, mais on est un peu les seuls à le faire. Donc il y a quand même des recommandations qu'il faut suivre, que le CPA d'ailleurs a apporté, de manière à éviter qu'il y ait des duplications qui soient erratiques, et évidemment des annulations qui ne sont pas expliquées dès l'origine du programme ou du démarchage. Donc malgré ces éléments-là qui sont importants, on maintient quand même une progression forte, enfin une progression en tout cas sur un marché correct. Le troisième élément, c'est le nombre de clics qu'on génère sur l'ensemble des annonceurs. Alors sur l'ensemble des trois éléments, je rappelle, c'est les ventes quand on vend des clics ou quand on vend du lead ou qu'on est payé sur une performance donc liée à un chiffre d'affaires. Les trois éléments ne sont pas nécessairement corrélés. C'est-à-dire que si je compte ici qu'on a vendu des clics ou des leads, ils ne génèrent pas nécessairement une vente. Donc les trois éléments ne sont pas cumulés. Ils peuvent être dissociés. Là, aujourd'hui, sur cette partie-là, on a quoi? On a une baisse qui se confirme du nombre de clics qui passent au travers des plateformes d'affiliation. Alors la question qu'on s'est posée, c'est justement essayer de regarder qu'est-ce qui pourrait en être la raison. La raison, c'est qu'on achète aussi de plus en plus de clics, peut-être en retargeting, et qui a un impact sur le fait de venir chercher du clic au travers d'une plateforme d'affiliation, sachant que l'affiliation, on va chercher de la vente, on va chercher du lead, et derrière, on va prendre des risques. On prend vraisemblablement un petit peu moins de risques sur du court terme, et on travaille un peu plus sur du long terme, parce qu'on est bien sur une augmentation des ventes. Et donc, pour finir, qui est le troisième niveau de prise des risques, ou le deuxième intermédiaire, qui est celui du nombre de leads, on a bien une progression, pour le coup, qui est intéressante, puisqu'on vient chercher un peu moins de court terme, on va travailler un peu plus sur du moyen terme, c'est-à-dire un visiteur plus qualifié, donc un lead, quelqu'un qu'on a déjà identifié, qui va permettre d'apporter de la vente. On a une prise de risque en 2012 qui a été un peu plus forte de nos annonceurs, probablement aussi parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas trouver du lead aussi qualifié sur d'autres canaux, comme ils pourraient trouver sur l'affiliation.
l'affiliation, d'autant qu'on va jusqu'à la vente, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc c'est assez logique qu'il y ait une concentration sur des marchés qui sont un peu plus tendus, et d'ailleurs sur des marchés où les paniers moyens ont légèrement évolué à la baisse au global. Si on reprend et qu'on se compare avec les études qui sont faites sur le marché, et notamment au travers de l'observatoire du SRI, on le met sur 3 années, on voit quoi? On voit que l'affiliation est plutôt encore sur une évolution positive, donc plus 5% sur le deuxième semestre comparé aux 6% du premier trimestre. Si on reprend des chiffres, d'ailleurs, on m'avait posé la question entre le premier semestre et le deuxième semestre en termes de poids, on se retrouve globalement avec quelque chose de très équilibré, puisqu'en fait le démarrage de l'année est très fort avec les soldes et la fin de l'année est très fort. Au milieu, ça reste équilibré. On a un premier semestre qui est souvent assez égal au deuxième semestre, donc cumulé sur l'ensemble des plateformes. Donc on l'a noté tout à l'heure, une reprogression importante du premier trimestre. Et donc malgré la conjoncture, on a des budgets en affiliation qui croissent, qui augmentent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sur les autres secteurs, on voit le mobile évidemment qui décolle, les comparateurs qui ont repris un petit peu de poil de la bête après cette fait massacrée dans les moteurs de recherche, l'emailing qui est stable. On a beaucoup travaillé au travers du CPA sur l'emailing et notamment la performance, en mettant en place une charte qui permet de contrôler l'origine des emails qui sont exploités pour nos annonceurs. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est et pourquoi on a fait ça. Et quand on fait de la course au prix ou de la course au volume ou course à la vente, on ne regarde pas toujours d'où ça vient. Moi, je vous conseille de regarder d'où ça vient parce que plus on envoie, moins ça ouvre, plus on envoie. Plus on envoie, plus on apparaît comme étant des spammers et moins on passe au travers des routeurs. Et pire, c'est qu'au-delà du fait de ne pas faire les ventes, on s'aperçoit aussi qu'on a un impact sur la marque et que les acquisitions sont assimilées au CRM et qu'on commence à avoir des difficultés à communiquer sur sa propre marque. Donc il y a un certain nombre d'annonceurs qui s'en sont aperçus. On y travaille depuis pas mal d'années. On a lancé cette année cette charte CPA où on a un grand nombre d'éditeurs qui sont impliqués dans ce process pour garantir une origine des adresses qui sont exploitées et la conformité, voire même l'extra-conformité au-dessus de la CNIL et au-dessus des législations françaises. J'invite tous les annonceurs et les agences à regarder de plus près ce qu'est la charte et à y participer parce que c'est ouvert et c'est fait justement pour vous aider au travers du temps qu'on a pu passer, des éditeurs qui ont participé dans cette charte, à faire avancer ce métier important dans les canaux à la performance. L'email est un outil puissant et rapide pour vos budgets, pour vos communications online. Le search et le display en progression. Le display performance, évidemment, dans une grosse part qui apporte de l'évolution et search qui est toujours un peu plus gros. En équivalent du CA généré chez nos e-marchands, on a eu une progression évidemment inférieure entre 2012 et 2011 qu'on avait eu entre 2011 et 2010, mais on note quand même que l'affiliation est responsable directement et en train de traquer de 2,8 milliards de chiffre d'affaires chez nos e-marchands en 2012. Enfin, on est toujours un petit peu comme je vous parlais, on est sur la performance, donc on ne valorise pas nécessairement ce qui est utilisé et les millions de clics, les millions de leads ou les millions d'euros générés en vente directe. Quand on travaille au travers de l'affiliation, vu le nombre d'actions qui sont faites par rapport au chiffre d'affaires qui est généré, quand on investit 1 euro, on a une équivalence de retour de 20 euros. Alors c'est amusant parce qu'il y a eu une étude qui a été faite sur l'Angleterre, je crois, au travers de l'IAB, et ils estimaient que on était, quand on communiquait sur Internet, on était un ratio de 1 sur 19. Alors je crois que c'était euros. Là, on est légèrement supérieur. Donc évidemment, vous avez beaucoup d'intérêt à travailler sur l'affiliation parce qu'au travers, en plus de ce que vous avez en direct, vous allez avoir une valorisation, vous avez un travail d'image. Alors on a parlé de la TAR, on en reparlera. On ne la regarde pas. On commence à ouvrir du post-view sur l'affiliation pour essayer de comprendre qui vient directement et indirectement. C'est nouveau. On l'accepte. Tous les annonceurs l'acceptent pas encore, mais c'est essentiel de l'intégrer dans vos réflexions. Parce que je ne vois pas pourquoi on prendrait les mecs qui arrivent tout de suite et puis pas ceux qui ont juste besoin de réfléchir 2 secondes. C'est un petit peu comme si on ouvrait les portes de magasin une fois sur 2. Je dis ah non, toi tu rentres pas. Toi tu as fait une vente, non, toi j'ai pas envie de te vendre parce que de toute façon j'ai pas envie de te compter. Peut-être que je te compte ailleurs,
mais je ne sais pas trop. Alors c'est sûr que le fait de ne pas savoir trop est embêtant. Il y a des outils qui permettent de le faire, mais on ne peut pas valoriser que la moitié d'une action qui est générée en complément évidemment du travail au-dessus, qui est celui du branding, de l'impact de l'ensemble des éléments créatifs qui ont servi à générer des visites, des leads et des ventes. Donc si je refais un petit résumé de l'année 2012, en termes de points d'évolution, on est clairement sur un marché qui est plutôt en consolidation, un peu moins qu'en très forte croissance comme les années précédentes, 5% ça reste assez propre. Les budgets donc ils sont légèrement supérieurs à la moyenne, ça on l'a toujours eu depuis 3 ans. Les tendances qui sont observées, on a bien une contraction du nombre de programmes et de campagnes. C'est pas lié à l'affiliation parce que le nombre de marchands grandissent. Je pense que c'est vraiment lié à la perception de l'affiliation et comment on traite l'affiliation. On est le seul pays en Europe où on a des annonceurs qui ne veulent pas investir dans l'affiliation comme ils le font dans tous les autres pays, US compris, alors que l'US, le marché américain, est le plus avancé en termes d'affiliation, tant en volume qu'en expérience. C'est une variable franco-française, c'est très bien, mais quand on n'a pas de valeur, au fur et à mesure, on en a de moins en moins et on peut en partager moins. Moi, je trouve ça dommage, au-delà du fait qu'évidemment, je suis un petit peu impliqué dans l'affiliation, vous imaginez bien, mais c'est surtout que l'affiliation, c'est un des seuls modes dans lequel on a une vraie transparence entre éditeurs et annonceurs, un vrai transfert de connaissances, une vraie analyse sur l'ensemble des canaux et un vrai profit qui est partagé entre les différents acteurs. Ce qui n'est pas le cas du search, ce qui n'est pas le cas du retargeting, qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres canaux. Et en plus, c'est les éditeurs qui font l'investissement initial de travailler pour le compte de l'annonceur. Donc pourquoi leur demander d'investir pour vous si vous n'êtes même pas capable d'investir pour vous ? Alors, ce n'est pas le cas, il s'agit juste de rééquilibrer un peu parce que je crains qu'à terme, il y ait un impact tant pour les éditeurs que pour les e-marchands de baisse de performance ou perception de performance de l'affiliation, alors que ce n'est pas du tout le cas et c'est encore une fois que franco-français. Le baisse de clic, je crois qu'on a fait le tour aussi. On est beaucoup plus et on vient chercher dans une plateforme d'affiliation plus de performance et peut-être un peu moins de prise de risque sur de la visite qualifiée. Est-ce que c'est bien? Je ne suis pas persuadé parce qu'on a une capacité à générer beaucoup de visites, même si elle n'est pas que en retargeting ou pas que en display RTB. Alors le RTB, c'est aussi très très bien parce que je pense que c'est une des explications. On va aller chercher du clic, on va aller chercher de l'affichage, pardon. Ça a un impact sur nos métiers aussi. Ça a un impact sur les éditeurs. Alors là, pour le coup, potentiellement positif parce que c'est la multitude aussi qui est reliée et qui va pouvoir aussi valoriser ses inventaires autrement que, enfin en tout cas en affichage, en CPM ou en clic. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de risque qui est aussi très forte et le RTB, ou la capacité d'utiliser l'exchange pour le transformer en vente n'est pas prouvée, sachant que même en intégrant de la data elle est longue à récupérer, vous allez avoir une prise de risque qui est toujours plus forte et c'est bien l'annonceur qui va la prendre plutôt que l'éditeur. Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir des éditeurs qui connaissent très bien leurs audiences et qui vont faire ce travail-là sans nécessairement que ce soit mécanisé, sans que vous preniez les risques et en transférant une partie de ce travail. Donc on peut être capable de faire les deux parce qu'on ne touchera pas de toute façon exactement les mêmes acteurs. Donc je recommande de faire jamais l'un ni l'autre, mais toujours un peu et continuer de pérenniser sur les actions qui ont pu être faites. L'acquisition de leads en croissance, l'augmentation des ventes, on en a parlé, avec une croissance qui est forte sur cette partie. Si on regarde après un peu plus en termes de commission nette, histoire de vous donner un peu plus de visibilité sur les canaux, on voit bien que chez nous, on parle de l'affiliation comparée à l'ensemble des investissements publicitaires. On a une progression qui est un peu plus forte cette année, ou une reprise en tout cas d'investissement sur le canal emailing, malgré les taux d'ouverture qui diminuent. Et je pense grâce aussi aux travaux qu'on a pu faire au travers du CPA avec la charte email. On a un display qui s'est amoindri. Alors là, je pense qu'on a un lien direct et on voit bien l'explication de ce que j'ai apporté tout à l'heure. C'est que des inventaires qui passaient en affiliation passent un peu moins et peuvent passer via des exchanges. Et cette partie d'inventaire, on tente de la monétiser autrement. Donc là, on a bien une petite baisse en termes de poids. On a tout ce qui est cashback, code de réduction, loyalty rewards, qui a une légère décroissance. Il y a une mauvaise image et une mauvaise perception aujourd'hui de ce qu'on peut faire avec ce canal, et c'est tout l'objet de la conférence aussi de ce matin, c'est de vous apporter un peu plus de visibilité pour faire un comparo par rapport aux marchés les plus mûrs et notamment le marché américain. Ce canal est le premier canal aux États-Unis
et vecteur de la croissance qu'on connaît de l'affiliation aux États-Unis, c'est-à-dire entre plus 15 et plus 20%. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de réinventer le monde. Moi, j'aime bien suivre les Américains parce que c'est souvent assez simple. Les mécaniques qu'ils mettent en place sont assez simples et efficaces. Et ils sont toujours en avance par rapport à nos tendances. Donc nous, on aime bien, en bon français, essayer de réinventer la chose et de déconstruire pour reconstruire. Soit, mais quand il y a des choses qui sont mises en place sur des marchés tels que les marchés américains, pourquoi vouloir être si différent plutôt que bénéficier de l'avance et du temps qu'ils ont pour essayer de l'exploiter à bon escient. Donc, c'est un sujet dont on va parler tout à l'heure. Les sites de contenu sont en croissance, donc on est plutôt sur des logiques assez qualitatives. Les comparateurs généralistes sont assez stables. Le social n'a pas évolué énormément depuis l'année dernière. Les keywords ont plutôt diminué. Et le mobile tablette est en train d'arriver, avec la vidéo aussi, l'intégration de la vidéo qui n'est pas encore tout à fait en place. Je pense que si je prends l'exemple aussi pareil des marchés, le mobile c'est assez long à mettre en place. On a cette évolution et cette intégration qui est très forte sur les marchés plus mûrs. Et on va voir cette année, je pense l'année prochaine, ce canal supplémentaire qui va s'intégrer à l'intérieur de l'écosystème de l'affiliation, comme d'ailleurs tous les nouveaux canaux qui peuvent arriver, puisque l'affiliation réunit tous les canaux. Et dès qu'il y a des inventaires avec des nouveautés, ils sont présents dans l'affiliation. Donc autant les suivre aussi de près. Donc après un premier, en résumé, après un premier semestre plutôt en recul, l'emailing d'acquisition reste le premier canal avec 44 millions d'euros de commission nette versée à l'ensemble des éditeurs, donc une progression de 13%. Forte baisse du canal display à l'intérieur de l'affiliation. Je pense une vraie conséquence des allées exchange au deuxième trimestre, sachant que ça reste quand même un très beau canal et un générateur de données. Le canal mobile et social continue de progresser, mais encore faiblement. Et une baisse relative du cashback, code coupon, évidemment, et tout ce qui est loyalty. On va passer sur la deuxième partie de cette présentation sur laquelle on va rentrer un peu plus sur les usages efficaces des bons plans, de manière à essayer de rattraper le retard qu'on peut avoir sur notre marché, au bénéfice évidemment de nos marchands et de l'affiliation et des éditeurs. Donc, il est où notre présentateur ? Oui, je suis là. Faites où ? Je vous ai perdu. Vous êtes là. Ben, je vous invite peut-être à reprendre et qu'on puisse faire la présentation des intervenants. Mais alors, la présentation des intervenants, je propose qu'ils le fassent eux-mêmes, car ils sauront beaucoup mieux se présenter que moi. On va passer du temps à corriger ce que je vais dire. Alors, on va le faire dans l'ordre, de gauche à droite. Bonjour. Alors, prenez un micro et vous allez partager. Vous avez 3 micros, ils sont tous allumés, je pense. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Johanna Guénoun, responsable marketing et communication pour Code Promotion et Marcomédia, plus globalement. D'accord. Bonjour, je suis Marina, directrice commerciale pour le site Code Promotion et Marcomédia. D'accord. Bonjour, Olivier David, directeur général de bonderéduction.com, Wallshark Media. Bonjour à tous, mon nom est Georges Le Barbier, je suis responsable des partenariats donc pour bonderéduction.com qui fait partie de la famille Wallshark Media. D'accord. Alors, comment vous voulez procéder, Amaury Moi, je crois qu'on va attaquer présentation auquel vous réagissez par code promotion et ouais, En fait, présentation c'est à chacun. mon tour de présenter. Donc là, les 2 slides présentent Code Promotion et Marcomédia. D'accord. Si je peux me permettre. Allez-y. Là-bas ? Ouais. Oui. Bon. rejoignez-moi. Ah, mais c'est tentant d'être dans la lumière devant un rideau de velours. Il faut laisser la place à Amaury. Je m'efface. Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, ça va. Alors, donc, je suis Marina, je travaille pour le site Code Promotion, donc qui est un site de bons plans. Donc là, comme vous le voyez sur le slide, donc c'est un site qui a été créé en 2009. Nous avons 700 000 visiteurs uniques par mois. Nous avons généré pour des sites de e-commerce en France plus de 7 millions d'euros. Nous avons donc une base de données opt-in de 510 000 abonnés. 10 000 fans très actifs sur Facebook. Donc, je ne sais pas si vous êtes fan de notre page, mais je conseille d'y aller, c'est plutôt ludique. Et nous avons aussi lancé notre application mobile qui permet de retrouver les offres que nous avons online, mais aussi donc, sur la version de l'application. Et l'application a une feature, un avantage en plus qui permet donc la localisation, la géolocalisation. Donc ça, je vous l'explique plus tard. Voilà. Donc, Code Promotion appartient à Marcomédia. Alors, Marcomédia, c'est un groupe spécialisé dans les bons plans. Donc, nous sommes dans plusieurs pays dans le monde.
On a 12 sites, donc nous sommes présents en Allemagne avec Top Gutschein Code, aux États-Unis avec Coupon Code for You, en Suède, en Italie, etc. etc. Et le groupe Marcomedia a généré plus de 600 millions de livres sterling dans le monde grâce au site de Bonplan. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que Marcomedia. Donc, Marcomedia a été créé par Mark Pearson. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Mark Pearson, mais au Royaume-Uni, Mark Pearson est très connu, c'est une star. Donc, grâce au site MyVoucherCodes. Donc, MyVoucherCodes, c'est le site qu'il a créé en 2006. Donc, là, les chiffres, que je ne dise pas de bêtises. Alors, MyVoucherCodes, c'est 6 millions d'abonnés, 5 millions de visiteurs uniques, 150 000 fans Facebook très, très actifs. Et pour l'application mobile, il y a eu déjà 3 millions de downloads. Donc, l'application a été lancée il y a 2 années. Alors, Mark Pearson, il est très sollicité en Angleterre. Donc, il participe à beaucoup de comités et la presse le convoque très fréquemment. Donc, nous avons de la chance, nous avons de très beaux locaux. Et donc, souvent, la presse vient. La semaine dernière, il y a eu Sky News TV, il y a souvent le Sunday, etc. Donc, voilà. Donc, Mark est très influent dans le monde digital. Mark Pearson a été récompensé 2 fois, au moins 2 fois. Donc, les principaux prix, c'est le prix Ernst & Young du meilleur entrepreneur en 2011 et le Digital Awards en 2012. Donc, le jury a été impressionné par sa performance, donc d'une petite start-up créée en 2006 à l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Alors, Mark a lancé en 2012 ce qu'on appelle le hackathon. Donc, le hackathon, nous avons fait des journées portes ouvertes. Nous avons permis à 130 créateurs de start-up de venir dans nos locaux, présenter à Mark et notre équipe des projets. Et donc, Mark a fait le choix d'investir plus de 4 millions de livres sterling l'année dernière. Dans ces projets, vous avez des applications mobiles, des applications Facebook, des sites de vente privée, des sites de finance, etc. etc. Donc, si vous avez des business plans à me soumettre, moi, ça me fera plaisir de transmettre tout ça à Mark. Voilà. Bon, maintenant, je laisse la place à Wallshark. Merci. Merci. Ah, c'est gentil. Donc, si je comprends bien, Code Promotion, c'est très Mark Pearson. Bah oui. C'est très axé Ou Marina. autour de lui. Ah, Ouais. Marine, son nom est personne aussi? Ouais. D'accord. Merci. Test micro, c'est bon. J'ai pas d'équivalent à Marc, donc je vais passer directement à la présentation de la société. Donc notre société, c'est Wallshark Media. Elle est présente aux États-Unis avec les sites retailminute.com et Deals to Buy. Retailminute.com est le site leader, ultra leader aux US des bons plans. En Angleterre, nous sommes présents avec le site vouchercodes.co.uk, qui est le premier site de bons plans UK, avec 6,5 millions d'inscrits à leur newsletter, en double opt-in. Je sais, ça fait rêver. Nous sommes présents également en Allemagne avec deals.com, sympa le nom. Et ce pourquoi nous sommes invités aujourd'hui, nous sommes présents avec bondreduction.com sur la France. Je vais vous faire une présentation un peu plus complète tout à l'heure, et également avec poolpo.com, qui est un site de cashback. Alors, Wallshark Media, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une présence dans 4 pays, comme vous pouvez le voir, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, à travers 6 sites. C'est 450 millions de visiteurs en 2012. Et surtout, ce qui va nous intéresser, 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés pour les marchands partenaires à travers des plateformes d'affiliation. Ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est grâce à bondreduction.com, un site que j'ai créé en 2004 avec François Larvor. C'est le premier site dédié aux bons de réduction en France. Il y a actuellement 30 collaborateurs qui sont dédiés au marché français. Il y a 2 bureaux, un à Vannes, en Bretagne. Je vous y invite tous. Enfin, pas tous en même temps, mais... Et également un sur Paris qui sera lancé le 18 février. Vous avez l'exclusivité, vous pouvez tweeter, allez-y.
Nous référençons 8000 marchands sur bonderéduction.com. Il y avait 500 000 abonnés sur la newsletter en 2012. Le mois de janvier étant passé, nous sommes un peu plus que 500 000 désormais. Il y a plus de 15 000 bons plans qui sont actifs. Il y a 18 000 fans Facebook. Il y a un magazine en ligne, TEN, sur lequel il va y avoir des articles sur la mode. En fait, TEN, ça veut dire tendance et nouveautés. Donc mode, high-tech, tout ce qui se passe. Et nous avons également une application mobile avec la possibilité de retrouver tous les bons plans qui sont sur le site bonderéduction.com à travers votre téléphone. Et je repasse la main à Marina qui va nous expliquer ce qu'est un bon de réduction. Merci Olivier, on s'est passé trop vite. Bon, ça va, vous êtes toujours là, pas trop endormis? On attend Marc. Oui. Bon, en Angleterre, c'est Marc, en France, c'est Marina. Alors, qu'est-ce qu'un bon de réduction? Donc, je vais commencer par un petit rappel de définition. Donc, un bon de réduction, c'est un tout petit papier détachable qu'on va présenter aux caisses de magasins physiques afin d'obtenir des remises sur des biens ou des services. Donc là, c'est une petite anecdote. D'après Wikipédia, le premier bon à avoir été émis, donc c'est Coca-Cola, donc qui permettait d'obtenir une bouteille gratuite. Donc c'était en 1887 et ce bon a écoulé plus de 8,5 millions de bouteilles. Cela représente à l'époque, je crois, 1/9 du marché américain. 1 Américain sur 9. Voilà. Donc, avec l'avènement du net et le développement des sites de e-commerce, il y a eu une transition normale du bon de réduction papier vers le bon de réduction numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle le e-couponing. Voilà. Donc, qu'est-ce que le e-couponing? Donc, vous avez une version online et une version in-store. Donc, on va commencer par le in-store. Donc, ce sont les fameux bons imprimables. Vous les recevez dans votre boîte mail via des newsletters, ou vous allez sur des sites spécialisés de bons imprimables. Vous allez sur ces sites, imprimer les bons que vous souhaitez. Vous allez les présenter en caisse et donc là, vous recevez une réduction à un produit spécifique. Et maintenant, la version online. Donc, qu'est-ce que le e-couponing? Donc là, ça nous concerne, donc codepromotion.fr. Je tiens à préciser que code promotion, ça s'écrit CODES, promotion au singulier.fr. Parce qu'on a un peu de mal des fois. Donc, codepromotion.fr est un site de bons plans donc, qui répertorie toutes les bonnes affaires du net. On répertorie aussi des codes promotionnels que nous négocions en amont avec les annonceurs. Donc, moi, je vais prendre par exemple, si vous allez sur notre site et que vous cherchez un antivirus, nous avons négocié en amont avec cette entreprise un code promotionnel. Il vous suffit donc de cliquer sur le code, dévoiler le code, vous êtes redirigé vers le site marchand de l'annonceur. Et à la fin de votre panier d'achat, il suffit de copier-coller le code qui est apparu sur notre site. Et là, vous avez une remise sur votre panier et vous payez moins cher. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous parler du mobile couponing. Donc, vous savez tout ce qu'est le mobile couponing? Oui, non? Bon. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Bon, pas pour vous, madame. Bon. Alors, le mobile couponing. Donc, le mobile couponing, en France, on estime qu'il y a 40% de Français qui disposent d'un smartphone et 15% d'une tablette. Donc, ça, c'était les chiffres de 2012. Donc, pour vous expliquer le mobile couponing, juste avant, je voulais dire, oui, la démocratisation des smartphones a entraîné naturellement le développement d'applications de bons plans. Donc, Wallshark Media et Marco Media ont développé des applications de bons plans. Donc, moi, je vous prends l'exemple, évidemment, de notre application mobile. Donc, par hasard. Donc, dans notre application, vous allez retrouver les mêmes offres que vous avez sur le net, sur notre site. Donc, vous cliquez sur le site partenaire. Donc là, c'est pour le M-Coupon. Vous cliquez sur le site partenaire. Vous êtes redirigé sur le site partenaire. Et puis à la fin, là, c'est pareil. À la fin du panier d'achat, il suffit de faire un copy-paste. Et là, vous obtenez la réduction. Donc, vous pouvez accéder à cette application via les smartphones ou les tablettes.
Et concernant le Web to Store, alors, donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notre application permet de géolocaliser l'utilisateur. Donc, vous allumez votre GPS. Là, vous voyez les offres qui sont autour de vous. Vous cliquez. Donc, nous, en amont, nous avons négocié donc, des deals avec certains partenaires. Donc, ça peut être des cinémas, des spas, des garages, des restaurants, etc. L'offre apparaît et il vous suffit donc de présenter donc, le scan code, le QR code, etc. à la caisse afin d'obtenir la réduction. Voilà pour le M-Coupon. Donc pour résumer, les bons de réduction, c'est 5 formats. Format papier, format e-coupon avec le copy-paste, le copy-paste, les bons imprimables, le mobile couponing avec le M-Coupon et aussi donc, les QR codes que vous présentez en caisse des magasins. Voilà. Bon, je vais vous parler maintenant du développement du e-commerce en France. Donc, comme vous le savez, le e-commerce s'est développé à partir des pure players. Donc, ce sont des boutiques qui avaient des boutiques strictement en ligne pour tout simplement évoluer vers les click and mortar. Ce sont des marchands qui avaient des boutiques physiques et qui décident d'avoir des boutiques en ligne. Donc, le marché français concerne 30 millions de cyberacheteurs. Qui ont totalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 45 milliards d'euros en 2012 pour 104 000 sites de e-commerce. Donc en 2012, nous avons enfin dépassé la barre des 100 000. Je crois qu'en 2011, il y avait à peu près 96 ou 98 sites de e-commerce. Donc de nombreuses études de marché montrent aussi que les cyberachats concerneraient une frange de la population de plus en plus nombreuse et diversifiée, notamment avec l'apparition des silver surfers, entre parenthèses les seniors, qui, grâce aux tablettes, maintenant se mettent à faire leurs achats online. Je parle pas trop vite, non? Bon, il y a une vraie demande des consommateurs, donc pour tout ce qui est bon plan et réduction. Alors attendez que je me retrouve un peu dans mes papiers. Alors, voilà. Donc, la crise économique résultant de la crise financière de 2008 est un effet naturel de la recherche de bons plans sur le web, l'Internet étant synonyme de bonnes affaires. Donc le panier, comme vous l'a dit Amaury précédemment, le panier moyen d'un cyberacheteur a baissé. Donc moins 4% en 2012 comparé à 2011. Donc il s'élève maintenant à 89 €. Cependant, on s'aperçoit que la fréquence des achats a augmenté. Donc en 2012, on était à 14 ventes par an par cyberacheteur français, contre à peu près 12 en 2011. Et donc, cela a pour conséquence une augmentation donc, du volume annuel global. Donc, la totalité du chiffre d'affaires émis par un cyberacheteur en France est de 1 230 €. Sachant que 14% des ventes maintenant sont générées par les mobiles ou par les smartphones. Voilà. Donc là, j'ai mis des screenshots de Google Trends. Donc si vous voyez, c'est à partir de 2004, donc on se rend compte que la requête code promo, réduction et promo ne cesse d'augmenter. Et donc nous avons un taux de croissance qui, à partir de l'automne 2008, donc à partir de la crise financière, qui est un peu plus élevé. Voilà. Alors, donc une stratégie multicanale, l'affiliate mix. Donc, les e-commerçants en France ont bien compris l'intérêt des consommateurs et des sites de bons plans. L'offre de bons de réduction fait partie intégrante des stratégies marketing mix, de l'affiliation et du e-marketing. Donc, qui utilise les bons de réduction en France? Donc, cela passe des commerçants émetteurs de bons de, cela passe des entreprises familiales aux grandes multinationales. Et donc, comme vous l'a dit Amaury, en France, on a un tout petit peu de retard sur ça. On a un marché très, très, très mature en Angleterre et aux États-Unis. Donc, nous sommes là pour vous convaincre d'utiliser les sites de bons plans et les codes de réduction afin d'optimiser votre stratégie marketing. Voilà. Hop là.
donc, en France, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la débrouille, les Français et les bonnes affaires. Donc, avec la crise, donc, les Français ont de plus en plus besoin... Attendez, je m'y perds. Ont de plus en plus besoin de chercher des réductions online. Et en 2011, donc, je ne sais plus d'où j'ai les chiffres, mais je crois que c'est Médiamétrie. Il y a eu 7 milliards de bons de réduction émis par 700 industriels. Donc, sur ces 7 milliards de bons émis, il y a eu 2% pour le e-couponing. Donc, un chiffre très intéressant sur les e-coupons. Donc, le taux de remontée d'un coupon online est de 20% contre 6% pour un coupon normal. Je me permets une petite parenthèse. Vous savez le ratio que vous avez sur la différence avec le marché américain, en l'occurrence sur le nombre de coupons. Donc là, on a une information sur la France, comparé la même information sur le marché américain. Le poids des coupons dans le nombre des coupons totaux utilisés? Non? Non, moi je ne l'ai pas. Mais par contre, je sais que le taux de transformation d'un coupon en Angleterre est entre 35 et 60% selon les offres. Contre combien en France? Moi, en tout cas, le chiffre global que j'ai, c'est 20%. 20%, c'est beaucoup. Donc, sachant qu'on fait de la performance, donc c'est du win-win. Si l'utilisateur utilise le coupon, donc là, nous sommes rémunérés par des commissions parce que nous avons poussé, nous vous avons aidé à vendre vos produits. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous ne nous payez pas. Voilà. Alors, les bons de réduction sont arrivés en France dans les années 70, mais se sont démocratisés depuis la crise de l'automne 2008. Donc, 73% des Français utilisent un bon de réduction. Et online, 62% des internautes l'utilisent. Donc, vous avez vu, le marché est toujours en croissance. Donc, il faut continuer. On est dans la bonne lancée. Voilà. Et donc, les sites de bons plans, ce n'est pas que les bons de réduction. Voilà. Donc, les sites de bons plans, c'est aussi... Donc, nous faisons la promotion pour les marques partenaires, des ventes privées, des ventes flash, des opérations de déstockage, etc. etc. Donc... quand vous allez sur Google, donc là, c'est des screenshots de la requête vente privée et vente flash. Donc, vous voyez que depuis 2004, la courbe n'arrête pas d'augmenter. Et là, pareil, à partir de l'automne 2008, le taux de croissance a augmenté. Tout simplement, donc, expliqué par la crise. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, la fréquence a augmenté. Les gens achètent plus souvent sur le net. Le panier moyen a baissé. Cependant, il n'y a pas de désacralisation des soldes. Les internautes continuent, donc achètent plus fréquemment, mais continuent à acheter les soldes. Donc nous ne cannibalisons pas les soldes. Les soldes restent un rituel très populaire en France. Nous, on s'en rend compte donc, par notre trafic et notre chiffre d'affaires. Donc là, depuis le début de janvier, on est plutôt content. Wallshark aussi? Oui? Ouais, ça va? Alors, voilà. Donc, l'Internet a amplifié tout ce qui est bon plan et c'est un secteur très, très concurrentiel. Donc, dans l'univers du web, les sites comme Code Promotion ou Bons de réduction aident les internautes dans leurs décisions d'achat. Donc, nous sommes une équipe d'experts. Nous faisons le tri des meilleures offres, des vraies offres. Tout est vérifié et testé et nous les proposons aux internautes, à notre audience. Donc, par quels moyens? Nous utilisons, par exemple, des newsletters donc, que nous envoyons aux internautes, donc tous des abonnés consentants. Facebook, donc les réseaux sociaux. Nous travaillons aussi de façon très étroite avec les partenaires pour organiser des mises en avant sur le site. Pour les soldes, donc, nous faisons des habillages ou des carousels, etc., etc. Donc, les sites de bons plans tels que Code Promotion et Bons de réduction sont clairement des facilitateurs d'achat. Pardon. Voilà. Facilitateurs d'achat permettant aux consommateurs des achats impulsifs au meilleur prix. Bon, voilà, j'ai fini. Bon, pour illustrer mes propos, Olivier David va vous présenter des study cases. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.
Merci Marina. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais être plus rapide que prévu. Je vais vous présenter 2 sondages qui ont été réalisés. Le premier, c'est une enquête en fait, qui a été faite aux USA. Donc, on aime bien avoir un peu les tendances américaines pour savoir ce qui va se passer quelques années après en France. Et la deuxième, c'est Bons de réduction qui l'a demandé à l'IFOP et qui permet de voir en fait, quelle est l'utilisation des sites de bons de réduction pendant les soldes. Et c'était pour les soldes de cette année. Alors, tout d'abord, la première enquête au niveau des États-Unis. Forrester, qui a été diligenté pour cette enquête, a donc établi quelques informations concernant les résultats. Donc la première chose, les bons de réduction en ligne apportent des ventes incrémentales. Vous allez me dire, oui, normal. Je vais vous donner un chiffre. Je prends mes notes. Donc c'est 18% en fait de ventes supplémentaires pour les utilisateurs de bons de réduction en ligne. C'est une tendance qui va durer. En fait, si on se rend compte de qui utilise les bons de réduction, ce sont avant tout plus des jeunes qui ont, alors quand je dis des jeunes, ce ne sont pas des personnes qui ont 15-20 ans, ce sont autour des 30 ans, et qui ont des enfants à charge. Donc c'est une tendance qui va durer puisque ces personnes vont un jour vieillir et vont continuer à utiliser les bons de réduction. Le cycle d'achat est positivement influencé par les bons de réduction en ligne. Donc toujours sur la même enquête, on se rend compte que tout simplement, il y a une réussite encore plus grande quand il y a un bon de réduction. C'est 78% d'utilisateurs de bons de réduction qui vont finaliser l'achat et ça monte à 88% lorsqu'il s'agit d'utilisateurs récurrents de bons de réduction en ligne. Le canal d'affiliation lié aux bons de réduction a un positionnement unique. Donc Forrester a fait une enquête auprès des marchands américains pour savoir quels étaient les a priori qu'ils avaient vis-à-vis des sites de bons de réduction et de bons plans. Et en fait, ils en ont un très bon. Comme quoi tous les marchés sont différents. Et ça les aide de façon unique à transformer et à convertir beaucoup plus. Et c'est le cas aux États-Unis. On le voit avec le site dont je vous parlais tout à l'heure, retailminote.com, donc qui est un site du groupe Watchshark Media. Sur la période de Noël, dans les 5 jours les plus importants, donc entre le Black Friday, le Cyber Monday, le site Retailminote a généré 2% du chiffre d'affaires aux États-Unis. De tout le chiffre d'affaires généré par les marchands. Donc 2% sur un marché américain, c'est juste énorme. Les sites web de bons de réduction en ligne attirent des utilisateurs précieux. Souvent, on se pose la question, qui sont ces utilisateurs? Ce sont des gens qui veulent juste, par radinerie, acheter moins cher? Non, en fait, ce n'est pas le cas. Si on se rend compte, tout simplement, que ce sont des gens qui achètent plus et plus souvent. Donc, ils utilisent plus de bons de réduction, parce qu'ils achètent tout simplement plus souvent, donc ils se sont transformés en acheteurs malins, ils veulent acheter plus et profiter des réductions. Je passe directement à l'enquête française, sans transition, la suite. Donc, concernant la France, nous avons fait une enquête avec l'IFOP, donc c'était sur la période des soldes. Nous demandions tout simplement quels étaient les critères principaux pour choisir une boutique en ligne pendant la période des soldes. Évidemment, le premier critère, c'est le prix. Un deuxième critère assez intéressant, c'est la notoriété du site. Et ça a toute son importance, surtout au niveau des sites de bons plans sur lesquels vous allez pouvoir vous afficher, car à ce niveau-là, nous ne sommes pas logés tous à la même enseigne. Certains vont faire attention à votre image, à votre descriptif, au contenu qu'ils vont présenter et qui vous concerne, et d'autres vont simplement étaler des bons plans. Et donc à ce niveau-là, vous allez avoir peut-être une différenciation à faire entre les sites de bons plans qui vont vous amener de la notoriété supplémentaire et ceux qui vont peut-être à terme vous dévaloriser. Sur la question, les Français ont-ils l'intention de chercher des codes promo sur les sites de bons de réduction pendant les soldes? Nous avons quand même 56% des Français qui avaient l'intention de le faire. Il n'y avait que 11% qui n'allaient pas le faire sur la période des soldes. Et seulement 4% qui ne connaissaient pas les sites de bons plans. Maintenant, si on essaye de définir quel est le consommateur type qui utilise les sites de bons de réduction, c'est avant tout des femmes. Donc sur la même question, 63% des femmes ont répondu oui, je vais utiliser les sites de bons de réduction pendant les soldes. Seulement 49% des hommes, mais 32% ne savaient pas encore.
nous sommes un peu plus indécis en fait au niveau masculin. Concernant l'âge, les moins de 35 ans arrivent en tête avec 67%, donc ce qui est un chiffre quand même assez impressionnant et qui tout simplement nous amène à une tendance qui va perdurer. Comme vous le savez tous, les jeunes deviennent vieux. Et si on prend les CSP, ce sont les employés avec 71% qui voulaient utiliser les sites de bons plans pendant les soldes. Ensuite, nous avons les ouvriers et ensuite les indépendants. Les inactifs, eux, sont les moins amateurs des sites de bons de réduction. Donc si on dresse un profil type des utilisateurs de bons de réduction, c'est une femme, jeune, active. Maintenant, on va parler un petit peu d'impact psychologique des bons de réduction en ligne sur les consommateurs. C'est vrai, comment réagissent en fait un consommateur autour d'un site de bon plan, autour d'une réduction? À quoi ça sert? Je reprends mes notes, je veux être sûr de ce que je vais dire quand même. Comme Marina. Donc en fait, ici, je pense qu'on est tous un peu pareil, on a envie de faire du shopping malin. C'est simple, quand on commence à acheter, évidemment, on va regarder quel est le produit qui nous correspond le plus, on va comparer, mais on a aussi un impact important qui est celui de se dire, je vais pouvoir acheter moins cher, je vais pouvoir en parler aux autres, à mes amis, dire que j'ai fait une bonne affaire, donc en ressortir de façon globale, bon, comme un héros du shopping, on va dire, mais surtout de se sentir sur l'achat complet, une satisfaction complète. À aucun moment je n'ai de doute. Les questions que je peux avoir vont être, par un site de bon plan, trouver leur réponse. Tout simplement parce que sur le site de bon plan, je vais avoir les différentes réductions qui sont disponibles chez le marchand et je vais pouvoir me rassurer quant au fait que l'achat que je suis en train de faire est le meilleur des achats. Voilà l'impact psychologique que peut avoir un site de bons de réduction lors d'un achat en ligne. Maintenant, nous allons voir quelles sont les stratégies à mettre en place avec Georges pour justement utiliser à meilleur escient les sites de bons plans, mais également les bons de réduction. Parce qu'une chose qui est importante à savoir, c'est qu'un bon de réduction ne doit pas s'utiliser n'importe comment. Il ne suffit pas juste de faire moins 30%, moins 10% pour qu'il fonctionne et pour qu'il rentre dans votre stratégie marketing. Georges, à toi de jouer. Merci. Merci Olivier pour ce brillant exposé. On a toute la salle avec nous, presque encore. Ça continue. Moi, je vais faire un petit bilan avant d'entrer dans le vif du sujet à ce stade. Je vais quand même passer la slide suivante. Oui, donc avant d'entrer dans le vif du sujet de la stratégie, ou plutôt des différentes variantes stratégiques possibles, faisons un bilan à ce stade. Nous avons vu que, à l'instar de la grande distribution ou des magasins physiques, les bons de réduction sont de plus en plus populaires. C'est un phénomène qu'il faut accompagner et sur lequel il faut s'appuyer, tout simplement parce que ça fonctionne. On parlait tout à l'heure des marchés matures comme l'Amérique, comme le UK. Là-bas, le bon de réduction n'est absolument plus sujet à controverse, comme parfois ça peut l'être en France. Donc, c'est une valeur sûre, et on assiste à un engouement réel, durable et en croissance de la part des prospects. Internet est plus que jamais perçu comme un écosystème où l'on peut faire des économies, tout simplement dans un contexte de crise qui ne s'infléchit pas beaucoup. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Donc, pour le levier bon de réduction, on assiste à une consolidation du canal qui doit désormais être pensé et réfléchi en amont par vous, les e-marchands, s'il y en a dans la salle, et je l'espère, à travers une stratégie et un usage éclairé. C'est tout le sujet de cette conférence. Le bon de réduction est un outil assez simple, flexible à promouvoir et à partager une fois qu'il existe. Maintenant, il doit résulter d'un processus de réflexion, je dirais, réfléchi en amont. Et le développement de votre stratégie de bon de réduction découle directement de votre stratégie e-commerce.
la stratégie bon de réduction, c'est quoi? D'abord, le bon de réduction, ça permet d'influencer le comportement de vos acheteurs à travers une mécanique multiple et souple. Finalement, l'approche est la suivante. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est prioritaire pour votre activité? Quels sont vos besoins en termes de croissance? Chaque besoin peut être ainsi stimulé de façon précise et relayé par les sites de bon plan. L'acquisition, le besoin d'accroître votre parc client et donc l'acquisition de nouveaux clients. La fidélisation, c'est un point important, puisqu'une fois qu'on a un client, on a envie qu'il reste, on a envie qu'il revienne. Donc l'objectif avec la stratégie bon de réduction, c'est d'augmenter le taux de réachat, de faire en sorte que vos clients reviennent parce qu'ils soient satisfaits. Les parts de marché, eh bien, ça fait écho à quelque chose qui s'appelle la concurrence, et je pense que vous êtes, vous e-marchands, assez vigilants toute l'année sur ce qui se passe chez vos concurrents, parce que ça permet de vous positionner, bien évidemment, sur votre stratégie. Et donc, le bon de réduction va permettre d'accroître votre part de marché et la notoriété de votre marque. Je vais passer un petit peu vite. Le bon de réduction, c'est également un moyen de booster votre chiffre d'affaires à travers une augmentation du panier moyen. C'est quelque chose de très important, tout simplement parce que vous avez la possibilité de proposer une réduction ou un avantage qui va être verrouillé par un minimum d'achat qui sera supérieur à votre panier moyen, par exemple. Enfin, le bon de réduction, c'est un formidable aiguillon pour agir de façon ciblée sur une partie de vos produits. Là, par exemple, on va parler de déstockage, si vous avez envie de liquider certains stocks produits. Mais pourquoi pas, on peut imaginer promouvoir une gamme de produits, une nouvelle collection ou un univers spécifique. Voilà, le bon de réduction, c'est quelque chose qui permet de faire ça. Donc là, on a décliné quelques options importantes autour desquelles peut s'articuler votre stratégie e-commerce en bon de réduction. On va voir concrètement ce que ça peut donner. Alors en termes d'acquisition, bah, ça va être simple, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment. Vous avez la possibilité de créer un code qui va être destiné uniquement à vos nouveaux clients, les prospects, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais commandé jusqu'à présent chez vous. Donc, le déstockage, c'est ce qu'on illustrait précédemment. Vous avez la possibilité de dire, par exemple, si vous êtes un marchand retail multigénéraliste mais qui vendait du high-tech, de dire bah voilà, sur telle catégorie ou telle marque de TV 32 pouces, j'ai envie de faire un push et de faire un bon de réduction, ça vous permet de déstocker. Panier moyen, c'est encore un élément crucial. Comme je disais tout à l'heure, donc là c'est à jauger en fonction de votre panier moyen à vous. On va dire que s'il est de 80 € d'achat par exemple, rien ne vous empêche de tester une réduction de 7 € à partir de 110 € d'achat. C'est un moyen de sécuriser vos marges. C'est quelque chose d'assez rassurant de votre stratégie bon de réduction. Et un moyen de booster votre chiffre d'affaires, bah par exemple, on va considérer que sur vous avez un stock important de produits que vous avez négocié avec un fournisseur. Vous avez donc réalisé des économies d'échelle parce que vous avez un gros stock. Eh bien, vous dites, sur le deuxième produit, je vais faire un effort. Je vais faire, alors peut-être pas 50% comme c'est indiqué ici, mais 15%, 10%, etc. Donc, ça vous permet d'écouler vos stocks, ça vous permet de vous réapprovisionner si le prix de fourniture est intéressant, et donc de réaliser, comme je le disais tout à l'heure, une économie d'échelle intéressante, et en même temps d'accroître votre chiffre d'affaires et vos volumes de vente. On va parler stratégie maintenant, parce que comment on arrive à tout ça? Il marche le micro celui-là? 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, non, ça marche pas. On va continuer avec celui-là, c'est pas grave si vous m'en voulez pas. Alors, le bon de réduction efficace, c'est l'aboutissement d'une étude qui doit être scrupuleusement menée en amont et en discussion avec l'annonceur
avec l'éditeur Bonplan et avec la plateforme d'affiliation Conseil. On est là pour vous entourer, pour discuter avec vous. Et souvent, je pense qu'on n'est pas suffisamment sollicité. Donc, l'analyse, c'est quoi? C'est l'impact des bons de réduction sur vos conversions. C'est vraiment facile à suivre en affiliation. Il est important de faire des tests, d'en tirer des expériences sur les performances réalisées pour ajuster votre stratégie. Et il est possible également, par exemple, d'organiser des split tests, c'est-à-dire que vous faites une livraison gratuite, une réduction, et vous voyez celle qui fonctionne le mieux. Ensuite, ça vous permet d'affiner, d'ajuster votre positionnement par rapport à la stratégie bon de réduction. Deuxième point important, le timing. À quel moment, pendant combien de temps? Elle doit être limitée dans le temps et ne pas obéir à des cycles de redondance, banaliser le procédé, parce que les gens vont s'attendre, par exemple, tous les 15 du mois à avoir un bon de réduction, donc c'est contre-productif. Selon votre registre d'activité commerciale, si vous êtes un fleuriste ou si vous êtes un marchand qui vend toute l'année, bon, évidemment, il y a des temps forts comme Noël, la fête des mères, etc., où le bon de réduction est un propulseur d'achat. Mais pendant les périodes creuses, c'est aussi un moyen d'entretenir un roulement de conversion qui est nécessaire à votre croissance. Donc toute l'année, finalement, le bon de réduction, c'est un outil pertinent à partir du moment où il est bien calibré. Le troisième point important, et je vais essayer de faire vite parce qu'effectivement, on a du retard, la concurrence. Que propose-t-elle? Avez-vous la possibilité de proposer des choses qui sont plus agressives, plus intéressantes et qui finalement vont vous permettre d'accaparer des clients qui n'auraient pas forcément acheté chez vous? Le point suivant est super important, c'est la diffusion. Donc nous, bonderéduction.com, codepromotion.fr, on est des diffuseurs et c'est le cœur du sujet un petit peu de cette conférence. Un bon de réduction aura être beau, bien calibré. S'il n'est pas connu de vos prospects, ça ne sert à rien. Vous devez donc choisir votre marque et votre offre. Vous devez choisir votre réseau de diffuseurs parmi les sites de Bonplan qui vont valoriser à la fois votre marque et votre offre. Comment? En faisant notamment confiance à ceux qui respectent une charte de diffusion qui est en discussion et en cours de finalisation sous l'égide du CPA dans une commission bon de réduction. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, de diffuseurs sur le levier bon de réduction. Il y en a pléthore. Maintenant, il n'y a pas forcément que des professionnels. Et je vous invite à vous rapprocher de votre plateforme conseil pour savoir avec qui plus ou moins travailler. Quelle offre proposer à vos prospects? On sait qu'un avantage sur les frais de port, par exemple, c'est quelque chose de très important. On a, je crois, 44% des taux d'abandon de panier sont liés à des frais de port jugés trop élevés. Donc c'est un avantage qui est très apprécié par les consommateurs. Là encore, vous pouvez faire des speed tests sur une réduction ou sur la livraison offerte. Maintenant que vous avez élaboré une stratégie efficace en termes d'offres et de relais de diffusion, on imagine par exemple une campagne de mise en avant exclusive à un éditeur, pourquoi pas bonderéduction.com, pendant 10 jours, avec des fenêtres d'exposition qualitative, mailing, carousel, insert homepage, push sur les réseaux sociaux, etc. Comment s'illustrent les résultats? Donc, un bon de réduction est quelque chose de très simple à mettre en place, pas besoin de création graphique, c'est quelque chose qui va très très vite. Le taux de conversion, bon, on a vu tout à l'heure que c'était un facilitateur de conversion. Quand on arrive à la fin et qu'on a un bon de réduction qui est efficace, c'est quelque chose d'important. La croissance du panier moyen, c'est encore un élément super important dans votre stratégie bon de réduction. Parce que c'est sécurisant pour vous et parce que ça permet d'augmenter votre volume de vente, votre volume d'affaires et sécuriser vos marges. L'aspect fidélisation, donc on en a parlé. Les annonceurs qui proposent des bons de réduction ont une meilleure image auprès des internautes. Ils ont envie de revenir plus souvent parce qu'ils sont satisfaits de leur achat. Et c'est quelque chose qui s'ancre dans leur esprit et ça participe finalement à la notoriété spontanée de la marque au final, qui n'est pas forcément très connue au départ, mais qui à travers une bonne stratégie bon de réduction parvient à sortir du lot. Donc enfin, c'est un outil qui vous permet d'avoir un retour d'investissement
assez sain et assez rapide, puisque à travers l'affiliation, vous avez quelque chose de transparent, tout est traqué, donc vous savez que telle action, tel investissement a généré tel volume. Donc c'est quelque chose que vous pouvez affiner ensuite. Et là, je vais laisser la parole à mon collaborateur Olivier David. On va se placer du côté du consommateur et donc il va nous faire part de ses petites réflexions à ce sujet. Olivier. Merci Georges. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste Très peu de temps. un bon quart d'heure. Très peu, je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez à nous dire. Mais voilà, un quart d'heure. Allez-y. J'ai dû couper les cascades. Oui, le script a été refait. Donc, on va essayer de réfléchir de façon pragmatique. Alors, moi-même, je suis fils de commerçant. J'ai une boutique en ligne. Donc, je connais un petit peu les questions que peuvent se poser justement un marchand. Et je pense que l'une des plus importantes, c'est de savoir où se trouve le consommateur juste avant de prendre sa décision finale. Surtout le consommateur qui achète plus et qui est un consommateur récurrent. Actuellement, de plus en plus, ce consommateur-là se retrouve sur un site de Bonplan. Maintenant, c'est vrai, il y a une partie des consommateurs qui ne vont pas forcément s'y retrouver. Donc dans ces cas-là, ces gens-là vont payer plein pot, tant mieux pour le commerçant, ou abandonner leur panier. Pour ceux qui sont sur les sites de Bonplan, la question est de savoir en quoi le site de Bonplan va être utile pour vous, marchand. Un petit peu trop vite. La première chose que va faire un consommateur sur un site de Bonplan, c'est se renseigner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau psychologique, c'est de savoir est-ce que je suis en train de faire la meilleure affaire possible. Le comportement du consommateur a changé, c'est celui-ci, c'est de savoir tout simplement est-ce que je suis suffisamment renseigné, informé, est-ce que j'ai tous les éléments en ma possession avant de prendre ma décision. Et donc le site de Bonplan va permettre de répondre à ces questions-là. La deuxième chose, ça va lui permettre aussi également de se rassurer. Le site de Bonplan, c'est comme en fait un ami à qui on poserait la question, est-ce que tu es sûr? Je peux y aller? Et la troisième chose, la valorisation. Je suis malin. C'est moi qui l'ai trouvé, ce bon plan. Je ne l'ai pas eu sur une page lorsque je naviguais, c'est moi qui ai fait la recherche, c'est moi qui l'ai trouvé. Et donc ça renforce encore cette envie de finaliser son acte d'achat. Donc voici l'utilité au niveau du consommateur des sites de Bonplan. Maintenant, là, je sais qu'il y a une question qui se pose de savoir quel est l'intérêt pour un marchand de payer un site de Bonplan. J'ai eu de temps en temps cette question-là. Comme je dois l'avouer, certains fabricants se posent la question, pourquoi vendre mes produits en passant par un marchand? Mais ça, vous avez la réponse, je pense. Donc, pourquoi? Eh bien, en fait, ça va dépendre du site de Bonplan. Si le site de Bonplan vous propose le même service, que vous le payez ou non, vous aussi, vous êtes malin. Ne le payez pas. En fait, il faut se rendre compte du service que va vous apporter un site de Bonplan. Si son contenu est pauvre, c'est-à-dire aucun travail n'a été réalisé concernant vos offres, aucune sélection, aucune mise en avant, il n'y a aucun intérêt. Si votre marque n'est pas valorisée, qu'est-ce qu'il y a de pire que de retrouver un logo qui date de 2 ans sur un site censé vous représenter et que vous payez en plus? Encore une fois, aucun intérêt. Si les relations que vous avez avec ce site-là font preuve d'amateurisme, si vous avez même des fois aucun échange, que vous ne pouvez pas avoir de mise en avant, que vous ne pouvez pas avoir de résultats statistiques sur la performance de vos bons, aucun intérêt. En général, ce sont des sites opportunistes qui, du jour au lendemain, vont changer ou vont s'arrêter et dans lesquels il n'y a aucun investissement. Donc, je ne vous invite pas à rémunérer ces sites-là. A contrario, si vous avez un site qui a une communication active, bon, je vais prendre un exemple, bonneréduction.com.
Nous avons eu plus de 100 retombées presse sur les 2 derniers mois. Nous investissons fortement dans la publicité. Et donc, nous faisons venir des consommateurs directement sur notre site. Là, ça commence déjà à être plus intéressant d'être sur notre site. Si, de la même façon, il y a une équipe avec une expertise qui va pouvoir vous renseigner sur la valeur d'un bon, sur le moment de le mettre en place, qui va pouvoir vous donner des chiffres clés, des comparaisons sur votre secteur d'activité, c'est encore une fois une valorisation pour vous de travailler avec ces sites-là. Si ces sites-là s'engagent dans une optimisation permanente, je vous donne quelques exemples. Nous avons une équipe de développeurs, des statisticiens, et sur une page marchand, on peut avoir 3, 4, 5 formats différents qui vont être fonction de l'internaute, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à notre site, qui vont être fonction du secteur d'activité, et qui vont être fonction aussi tout simplement de l'usage des internautes au sein de cette page. Et donc le contenu va changer en fonction donc, de ce que nous aurons prévu, des résultats que nous aurons pu rencontrer. Et tout ça afin de faciliter votre conversion. Nous avons également une équipe éditoriale qui va être en charge d'aller récupérer les meilleures affaires sur vos sites. Donc, on parle de code promotion, on parle également de bons plans, des produits que vous devez vendre et qui n'ont pas intérêt à être mis en avant sur votre propre site. Nous, c'est notre travail de les mettre en place. Donc voilà la valeur d'un site de bon plan. Mais il existe, comme je vous le disais, 2 types de sites. Et donc peut-être que l'important est de faire sans doute une sélection de ces sites-là. Et là, je vous renvoie tout de suite vers vos plateformes d'affiliation, vos chères plateformes d'affiliation qui ont toutes les mesures, les outils et aussi l'expertise de vous renseigner sur les sites qui fonctionnent et qui ont un niveau d'exigence équivalent au vôtre. Maintenant, je pense qu'on va passer à 2 petits exemples concrets pour vous montrer à quoi une expertise peut servir au sein d'un site de bon plan. Georges, à toi. Merci beaucoup. Donc, merci Olivier. En guise de pré-conclusion, parce qu'on arrive à la fin. voilà, on va penser au début du sommaire de l'introduction de la conclusion. C'est exactement ça. Non, ça va aller très très vite. Juste un petit aparté, puisque nous discutons de l'usage des sites de bon plan en affiliation. D'abord, rappelons un point essentiel, qui va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Le bon de réduction s'inscrit dans un modèle à la performance, donc au CPA, au coût par action. C'est, je dirais, une manière assez saine de jauger votre retour sur investissement par rapport à des canaux qui sont un peu plus difficiles à cerner en termes de ROI, comme le display, le CPM ou même l'AdWords, voilà, qui sont éminemment respectables, hein, c'est pas la question, mais au moins à la performance et au CPA, vous savez ce que vous investissez, vous savez ce que vous gagnez au final. Alors, 2 petites études de cas pour terminer. Alors ici, nous avons un beau graphique. C'est un exposé qui illustre de manière chiffrée les résultats d'une campagne que nous avons menée avec un partenaire marchand. En l'occurrence, de mémoire ici, c'est marqué là-haut, c'est du prêt-à-porter, c'est de la mode. Nous avons à gauche en ordonnée les ventes et à droite le volume d'affaires. Le bon de réduction était diffusé en exclusivité par un éditeur, en l'occurrence bonderéduction.com. Et la mécanique était la suivante. C'était 15 € de réduction dès 95 € d'achat. Donc chaque histogramme, chaque colonne représente une journée. Donc on peut voir que et le volume de vente et le volume d'affaires ont été boostés à partir du moment où nous avons commencé à communiquer massivement sur nos supports sur l'existence de ce bon. Donc première période, pas de bon, pas de mise en avant, rien du tout. Et à partir du moment où ça commence à croître, eh bien, on a déployé tout un arsenal et un dispositif que je dirais calibré sur mesure avec des mailings, des créations dédiées en homepage, des affichages carousel, réseaux sociaux, etc.
alors là, on est dans le prêt-à-porter. On fait une deuxième étude de cas Et rapide. Pourquoi ça chute? Pourquoi ça chute? Oui, ça chute et puis ça a l'air de stagner après. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on est peut-être sur un jour où il faisait très beau. On est Ah peut-être- d'accord. on est peut-être sur une période vacante. J'ai pas le. Non, parce que je pensais aux critères dont vous parliez tout à l'heure, de ne pas en faire une habitude et de le réserver à des temps. Alors là, on est sur. Oui, j'ai pas précisé, mais là, on est sur. Non, on est sur 2 semaines. Donc D'accord. voilà, on a une période de 7 jours sans bon et une période avec un bon exclusif pour lesquels nous avons fait des efforts de mise en avant vraiment particuliers et qui a porté ses fruits en termes de vente et de volume d'affaires. C'est un bon qui avait un minimum d'achat, donc on voit que ça a dopé clairement le volume d'affaires. Ok. Le dernier slide, là on est dans le high-tech. C'est un petit peu le même phénomène. La mécanique était la suivante. Je crois que c'était 7 € offerts à partir de 200 € d'achat sur 2 semaines également. Donc on a une période sans code, une période sans diffusion, quelque chose d'assez discret. Et à partir du moment où ça monte, c'est pareil. On a mis tout l'arsenal en marche de tout ce qu'on peut déployer comme mise en avant via notre Action Pack. Et ça a donné des résultats plutôt significatifs, je dirais. Donc la conclusion que je pourrais dire par rapport à ça, on constate que la réussite d'une campagne de stratégie utilisant les bons de réduction et les bons plans en affiliation, c'est finalement la conjugaison de 2 choses indissociables. D'une part, une offre adaptée à vos acheteurs. Donc c'est tout le fruit de l'analyse qu'on a vu précédemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser et dire tiens ça va marcher. Non, il faut vraiment faire des tests. Et donc, il va stimuler l'expérience shopping et la rendre agréable et, in fine, engendrer des conversions. Et l'autre aspect important, c'est le relais de diffusion. Il doit être efficace et professionnel, c'est-à-dire doté d'une expertise en matière de bons de réduction, d'une équipe, d'une audience qualifiée qui multivalorise votre promotion à travers des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs en France qui peuvent répondre à ces critères. J'ai la faiblesse de penser que codepromotion.fr et nous-mêmes en faisons partie, mais il y en a d'autres. Voilà. J'en ai fini avec cet exposé. Je me tourne vers l'assistance pour des questions-réponses. Voilà, donc la conférence touche à sa fin. Est-ce que vous avez des questions à poser aux différents intervenants? Ah, monsieur, vous aimez les questions? Rebonjour. Rebonjour. Ça fait des années que je suis un farouche pourfendeur des sites de bons de réduction. Pas des sites de bons plans, parce que pour moi, ça n'a rien à voir, bons de réduction et bons plans. Et enfin, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Vous avez dit qu'il ne fallait pas vous rémunérer pour vos contenus pauvres. Donc, ça serait très bien de ne vous rémunérer que pour vos actions. Et dans ce cas-là, vous êtes un emailer, vous êtes un site de contenu, vous êtes un site un comparateur, vous êtes ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas un site de bons de réduction. Donc on est d'accord, on ne rémunère plus vos pages pauvres, c'est-à-dire celles qui drainent, qui n'utilisent que les pratiques de cookie dropping. Qui sont générés, dont le trafic est généré par le panier de l'annonceur dans lequel il y a cette malheureuse case « Avez-vous un bon de réduction ?» qui draine l'internaute chez vous, qui ensuite va se faire cookie dropper, faire placer un cookie et vous parlez en tant qu'internaute, monsieur, ou... Je parle en tant que pourfendeur. J'ai aussi un site de code de réduction. Vous avez un métier ou... J'ai aussi un site de code de réduction et ça fait 5 ans que je dis... tous les annonceurs à qui je vole des coms, je les rembourse. Bon, là, alors, y a-t-il un enrichissement C'est assez original quand même. Merci pour ce... Heureusement qu'il n'y a pas de volume peut-être, parce que sinon vous feriez banqueroute. Au-delà de ça, je pense que... C'est du bénévolat à ce niveau-là. Ce qui a été dit avant, et je vous laisserai évidemment de répondre, il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Qu'on soit éditeur de contenu, qu'on soit référenceur, qu'on soit keyworder, qu'on soit couponneur, qu'on soit emailer. D'ailleurs, on les a mis tous en avant. Et l'objet, c'est de faire que
on est dans un monde qui est complexe, d'accord, dans lequel il y a un certain nombre d'intervenants. Donc malheureusement, ce n'est pas vous qui empêcherez l'internaute d'aller chercher un code de réduction. Par contre, nous, en tant que responsables et acteurs, vous aussi, puisque vous avez un site qui éco-participe dans cet environnement, de mettre en place des règles qui permettent de faire que, potentiellement, une case de réduction ne s'active qu'à partir du moment où elle suit une origine, une provenance, ou d'autres usages comme ça que le collectif recommande, que les animations soient mises en avant et qu'on rentre dans quelque chose qui fasse qu'on ne soit pas dans du vol ou du cookie dropping ou du transfert de... Et la difficulté que vous avez, et j'en conviens, c'est que l'annonceur, il a une visibilité qui est malheureusement pas toujours aussi complète qu'on le voudrait. Et donc, comme on s'arrête souvent un petit peu au dernier cookie, on voit qu'une seule chose. Et donc, tout d'un coup, il y a un acteur qui va prendre à son profit une vente, alors qu'il a éco-participé avec d'autres éditeurs. Comme d'ailleurs, on n'achète pas un produit qu'on n'a jamais vu, même s'il y a un bon prix. Il faut qu'on ait envie du produit. Donc, quand on fait du display, on donne envie à un internaute d'acheter un produit et au fur et à mesure, on va l'accompagner sur l'ensemble des canaux pour faire qu'il vienne l'acheter. Jusque en magasin, au travers de bons de coupons, dans les comparateurs de prix, sur les moteurs de recherche. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre en avant un certain nombre de biais qui peuvent exister. Ce qui est important, c'est de les relever. Et donc, je vous invite à participer aussi dans la commission organisée par le CPA et notamment pour mettre en place un nombre de règles qui permettent d'harmoniser, d'améliorer la place de chaque acteur à l'intérieur de l'écosystème. Ce vers quoi on s'est engagé, c'est leur rôle aussi, et le temps qu'ils ont passé dans la commission nous le montre, il y en a d'autres. C'est des commissions qui sont ouvertes pour les annonceurs, pour les autres typologies d'éditeurs, comme pour les acteurs de ce domaine-là. Donc j'essaye juste un petit peu de prendre du relief par rapport à ce qui a été dit, même s'il y a certainement une part de vrai qui s'applique à certainement un certain nombre de personnes qui sont sur cet univers. Merci. Je vous en prie. Eh ben, merci beaucoup pour... Oui, vous vouliez ajouter un mot peut-être? Non, je pense qu'après, l'interprétation qui est faite par chacun va dépendre de leur propre expérience. Donc, vous avez un site de code promo. Quel est son contenu? C'est sûr que tout ça va être à prendre en compte. Moi, j'ai des exemples de sites qui, voilà, ce sont juste des sites qui ne mettent pas en valeur forcément les marchands, qui récupèrent des codes sur des sites comme les nôtres, des codes qui ont été négociés. Donc ces sites-là, il est clair et net, il n'en faut pas. Et pourtant, ils existent. Là, il y a un travail à faire et comme c'était dit, au niveau de la commission BR qui a été mise en place au niveau des plateformes d'affiliation, on fait un travail pour éviter qu'il y ait cette problématique. Mais comme ça a été dit, dans tout métier, il y aura des gens, des opportunistes qui vont... de façon... Ce qui est un vrai point, parce que je voudrais juste élever le débat. S'il y a un tel succès sur des marchés aussi avancés que le marché américain, c'est qu'il y a une raison et la question, elle se pose exactement la même sur ce marché-là. Est-ce que quand j'ai un coupon, je vais détourner une vente ou est-ce que je vais avoir une vente additionnelle? D'accord? Eh bien, si on creuse et on analyse et on regarde, si on bouffait que les ventes qui étaient générées par d'autres canaux, les couponneurs n'auraient plus leur place ou les bons de réduction n'auraient plus leur place sur le marché américain. Or, c'est devenu le premier levier parce qu'il rentre dans un écosystème, il éco-participe et deux, il active un certain nombre de ventes supplémentaires et d'actions qui permettent derrière aux éditeurs et évidemment aux marchands et aux internautes de trouver leurs équilibres. Sans le bon, il y a un certain nombre de ventes qui ne transformeraient pas, quel que soit le niveau d'ailleurs du bon à l'intérieur du panier, que ce soit avant ou que ce soit pendant, que ce soit au moment de la transformation, quand l'internaute est déjà sur le site, il y a une action de la réduction quand elle est bien positionnée en fonction de faiblesses et pour compenser potentiellement des faiblesses intrinsèques d'un site, d'un prix, d'une concurrence, etc. Donc on ne peut pas juste rediminuer ça. Prenons parti de regarder un peu plus ce qui se fait et de suivre des bonnes méthodologies, puisqu'il y a des gens qui le font, de manière à en tirer parti et augmenter vos ventes et votre affinité avec vos internautes, vos clients. Le mot de la fin? Ouais, j'entendrais parler de cookie dropping, etc. Nous, on essaye de travailler vraiment main dans la main et de façon pérenne avec nos partenaires. On ne pratique pas la politique de la terre brûlée, on n'est pas là pour rester 6 mois et puis partir avec la caisse. J'entendais monsieur, par rapport à votre question, vous dites que vous avez un site de bons de réduction. Nous, on négocie étroitement avec des grands annonceurs, des grosses marques, des bons de réduction qu'on ne relaye que chez nous. Donc qui ont vraiment une valeur ajoutée et additionnelle à partir du moment où on les met en avant de façon vraiment intéressante. Moi, je voulais vous demander comment vous récupérez les vôtres.
D'accord. Alors, non, moi, c'est ce que pas je ma vous question. propose... Nous sommes d'accord. Bon, ben, on a déjà au moins 2% sur le plateau, ce qui est très bien. J'invite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle au-delà de cette partie-là? Alors, Parce que comme ça il n'y a peut pas de être intéressant conférence d'ouvrir. après, s'il y a D'accord. d'autres questions, je vous propose qu'ils viennent vous rencontrer directement. Et, Et ça si- se fera en voilà. tête-à-tête. Super. Voilà. Et sinon, je vous invite à chaque annonceur à réidentifier, réanalyser, en tenant partie de l'expertise des gens qui sont présents sur ce plateau, entre autres, et les autres sur le marché, de manière à reprendre, retravailler une approche possible, adaptée à votre marque, à vos besoins, à vos internautes. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous cinq Merci. pour vos interventions. Merci. La prochaine conférence est dans 1 heure à 14 h. C'est une plénière sur le thème du multi-écran. Merci beaucoup.